Les portes automatiques du service des urgences de l'hôpital Saint-Luc se refermèrent derrière Nolan Tra dans un léger sifflement. Il resserra sa veste pour se protéger du froid d'octobre et se dirigea vers son pick-up. Le parking s'étendait vide sous la lueur ambrée des lampadaires. 14 heures. 2 arrêts cardiaques, une attaque au couteau, 3 overdoses et un enfant de 12 ans au bras cassé dont les parents s'engueulaient pendant qu'il posait le plâtre. Nolan se glissa au volant et sortit son téléphone. L'horloge du tableau de bord indiquait 23h47. Il appuya sur le contact de Sierra et porta le téléphone à son oreille tout en démarrant le moteur. Digne. Salut, vous êtes bien Sierra. Je ne peux pas répondre au téléphone pour le moment, mais laissez un message et je vous rappelle. Nolan raccrocha sans laisser de message. Sierra, la normale, répondait rarement après le travail. Elle disait que le téléphone la dérangeait lorsqu'elle se détendait. Le trajet dura 23 minutes à travers des rues tranquilles de banlieue bordées de maisons qui se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Façade en briques, garage pour 2 voitures, pelouse impeccable qui serait bientôt engloutie sous les feuilles mortes. Nolan avait acheté cette maison 3 ans plus tôt, lorsqu'il avait épousé Sierra. Un nouveau départ pour lui et Brinley après la mort d'Amy, emporté par un cancer. Ses phares balayèrent son allée lorsqu'il entra. La fenêtre du salon était illuminée d'une lueur bleue par la télévision. La voiture de Sierra était garée dans le garage, à côté d'un espace vide où se trouvait la sienne. Nolan déverrouilla la porte d'entrée et entra. La maison sentait les restes de plats chinois à emporter et les bougies à la vanille. Connie était assise dans le fauteuil inclinable face à la télévision, ses cheveux argentés parfaitement coiffés malgré leur tardive. Elle portait un pull crème et un pantalon sombre, comme si elle attendait de la visite. « Bonsoir, Connie », dit Nolan en accrochant sa veste au crochet près de la porte. « Oh, bonjour, ma chérie. » Elle ne quitta pas des yeux l'écran où un animateur de talk-show interviewait un chef célèbre. Sierra monta vers 21h. Son dos la faisait à nouveau souffrir. Nolan parcourut le salon du regard. Des boîtes de fast-food étaient posées sur la table basse. Un coussin était tombé par terre et Brinley, recroquevillé sur le canapé, vêtu de ses vêtements d'école de la veille, se tenait là. Elle s'endormit en regardant la télévision. Connie finit par lui jeter un coup d'œil. La pauvre fille était épuisée. Nolan s'approcha du canapé et s'agenouilla près de sa fille. Les cheveux noirs de Brinley lui tombaient sur le visage. Son jean était taché de terre aux genoux et son t-shirt violet était froissé. Elle serrait contre elle l'éléphant en peluche qu'Emma lui avait offert avant de mourir. Brinley. Il lui toucha doucement l'épaule. « Dis donc, ma chérie. » Ses yeux s'ouvrirent brusquement. « Papa, viens. On va te mettre au lit. » Elle se redressa lentement en se frottant les yeux. « J'ai attendu que tu rentres. »« Je sais. » Le travail était tardif. Il l'aida à se lever. « As-tu dîné ?» Brinley jeta un coup d'œil à Connie, puis le regarda de nouveau. « Je n'avais pas faim. » Nolan observa le visage de sa fille. Des cernes sous les yeux. Elle avait perdu du poids ces dernières semaines. « On se parle demain. »« D'accord. » Brinley hocha la tête et prit son éléphant. Nolan la conduisit à l'étage, passant devant la chambre principale où un rail de lumière apparaissait sous la porte. La voix de Sierra résonna au téléphone. « Brosse-toi les dents et enfile ton pyjama. » Il dit à Brinley à la porte de sa chambre. « Je te verrai dans quelques minutes. » Lorsqu'il redescendit, Connie était dans la cuisine en train de remplir le lave-vaisselle de plats à emporter. « Combien de temps Brinley était-elle restée sur le canapé ?» demanda Nolan. « Oh, pas longtemps. Peut-être depuis 19h30. » Connie s'essuya les mains sur un torchon. Elle dit qu'elle avait fini ses devoirs. Quelle gentille fille. Nolan ouvrit le réfrigérateur. Des restes de nourriture chinoise. Une brique de condiments au lait à moitié vide. Aucun signe que quelqu'un ait préparé un vrai repas. A-t-elle mangé quelque chose? Elle avait relevé sa crinière un peu plus tôt. Tu sais comment les enfants sont avec la cuisine chinoise. Il ferma le réfrigérateur et regarda Connie. Elle avait le même sourire que Sierra quand elle était évasive. Agréable mais vide. Je vais voir comment elle va, dit Nolan. À l'étage, il trouva Brinley dans son lit, les couvertures remontées jusqu'au menton. Sa chambre était propre. Trop propre. La bibliothèque, qui contenait habituellement une collection pêle-mêle de romans et de fournitures d'art, était rangée par couleur.
Son bureau était vide, à l'exception d'une petite pile de devoirs terminés. Papa, la voix de Rinley était basse dans l'obscurité. Ouais. Tu es en colère contre moi? Nolan s'assit au bord de son lit. Pourquoi serais-je en colère contre toi? Je ne sais pas. Parfois, je pense que je fais des erreurs. Il tendit la main et écarta ses cheveux de son front. Tu ne fais jamais rien de mal, Brinley. Tu as 11 ans. Tu es censé faire des erreurs et en tirer des leçons. Connie dit, je dois faire plus d'efforts pour être serviable, comme une dame. Un frisson s'installa dans la poitrine de Nolan. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle m'a montré comment plier les serviettes correctement et comment épousseter les meubles sans laisser de traces. La voix de Brinley se fit plus basse. Sierra dit, je devrais apprendre ces choses-là, car un jour j'aurai ma propre maison. Nolan garda une voix ferme. Quelqu'un t'a demandé de faire le ménage aujourd'hui? Brinley resta silencieuse un long moment. C'était comme un jeu. Quel genre de jeu? Ils ont parié que je ne pourrais pas nettoyer le salon et la cuisine en 2 heures. Comme un défi. Ses doigts tordaient le bord de sa couverture. Je pensais que ce serait amusant, mais ils sont restés assis là à me regarder, et ils ont ri quand je n'ai pas réussi à nettoyer les plaintes suffisamment. Le froid dans la poitrine de Nolan s'est propagé à ses bras et à ses jambes. Combien de temps as-tu fait le ménage? Je ne sais pas, longtemps. J'avais mal aux genoux à force de frotter le sol. Elle a replié ses jambes sous les couvertures. Il disait que j'étais aussi douce que ma vraie mère. Qu'elle ne m'avait jamais appris à travailler dur. Nolan serra les poings, mais sa voix resta calme. Que s'est-il passé quand tu as fini? Connie dit, je m'en suis bien sorti pour une débutante. Puis ils commandèrent un repas chinois et le mangèrent en regardant la télé. J'ai demandé si je pouvais en avoir, mais Sierra dit que je devrais probablement aller me coucher, car j'étais fatigué de tout ce travail. Alors, tu n'as pas dîné? J'avais des crackers pour mon déjeuner. Nolan se pencha et embrassa. Emma. Tu ne supportais pas que Brinley soit la preuve que j'avais. J'étais heureuse avant ton arrivée. Connie se rassit lourdement. Tout cela est exagéré. Chaque famille a des périodes d'adaptation. Ces périodes d'adaptation ne consistent pas à affamer les enfants ou à les forcer à faire le ménage pendant des heures pour se divertir. Nous ne l'avons jamais affamé. Vous l'avez privé de nourriture en guise de punition. Vous l'avez isolé pendant les repas de famille. Vous l'avez obligée à vous regarder manger alors qu'elle avait faim. La voix de Nolan est restée ferme, mais ses mots ont été tranchants comme des instruments chirurgicaux. Vous l'avez systématiquement brisée jusqu'à ce qu'elle croie le mériter. Sierra leva les yeux de l'accord de séparation. Ces conditions sont ridicules. Vous voulez qu'on parte les mains vides. Je veux que vous partiez avec votre liberté et votre dignité intactes. L'alternative, ce sont des accusations criminelles. Vous ne pouvez pas prouver des accusations criminelles. Mise en danger d'enfants, violence psychologique, manque de nutrition et de surveillance adéquate. Nolan comptait sur ses doigts. Le bureau du procureur s'intéresse de près aux affaires de maltraitance systématique d'enfants. Vous bluffez. Moi non. Il sortit de nouveau son téléphone. Je peux appeler l'inspectrice Rodriguez immédiatement. Elle est spécialisée dans les affaires de maltraitance d'enfants et elle a examiné mon dossier. Les preuves de la semaine passée. Sierra et Connie échangent un regard. La même communication silencieuse qu'il avait déjà vue, mais cette fois, la panique régnait au lieu de la confiance. Combien de temps avons-nous pour décider? Demanda Connie. 24 heures. Tu peux consulter un avocat, mais c'est ton créneau. Et si nous signons ceci, tout disparaît. Les preuves sont conservées dans un coffre-fort. Tant que tu respectes l'accord et que tu restes loin de Brinley, elles y restent. Et nos affaires? Tu peux prendre tes effets personnels. Tout le reste reste à la maison. Sierra se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le quartier où elle avait prévu de construire son image de famille recomposée parfaite. J'ai besoin de réfléchir, dit-elle. Tu as jusqu'à demain soir. Après cela, je dépose une plainte au tribunal. Nolan rassembla ses documents et se leva pour partir. Une dernière chose. Si l'un de vous contacte Brinley, la menace ou tente de la manipuler de quelque manière que ce soit, l'accord est rompu et j'engage des poursuites avec toute la rigueur de la loi. Où irons-nous? Demanda Connie. Ce n'est pas mon affaire. Il les laissa dans le salon,
tenant la convention de séparation entre eux comme une bombe prête à exploser à tout moment. Nolan passa la nuit chez Jess, dormant sur le canapé, tandis que Brinley prenait la chambre d'Amy. Il se réveilla tôt et la trouva dans la cuisine en train d'aider Jessa à préparer des crêpes. « Comment as-tu dormi » demanda-t-il. « Vraiment bien. Je n'ai pas fait de cauchemar. » Brinley retourna une crêpe avec une précision méticuleuse. Jessa m'apprit à les rendre moelleuses. « Le secret, c'est de ne pas trop mélanger la pâte, expliqua Jessa. Comme tout le monde, parfois, la meilleure chose à faire est de les laisser tranquilles. Le téléphone de Nolan vibra, un SMS d'un numéro inconnu. « Il faut qu'on se parle ce matin », dit-il en montrant le message à Jessa qui fronça les sourcils. C'était rapide. Trop rapide. Il prépare quelque chose. Que veux-tu faire? Rentrer chez toi et voir ce qu'il prépare. Mais Brinley reste ici. Absolument. Nolan serra sa fille dans ses bras et lui promit de l'appeler dès qu'il pourrait. Puis il rentra chez lui pour affronter le plan de Sierra et Connie. Il les trouva dans le salon avec un homme qu'il ne reconnut pas. D'âge moyen, vêtu d'un costume coûteux, une mallette à la main. Leur avocat, probablement Nolan, dit Sierra en entrant. Voici David Chain, notre avocat. L'avocat se leva et lui tendit la main. Monsieur Chain, j'ai examiné vos allégations avec mes clients. Nolan ne lui a pas serré la main et nous avons quelques doutes quant à la validité de vos preuves, notamment les enregistrements vidéo réalisés sans consentement et la partialité de vos témoins. Je vois. Nous sommes prêts à faire une contre-offre. Mes clients accepteront une séparation de corps avec garde partagée de Brinley et accès partagé aux biens matrimoniaux. Nolan s'est assis en face d'eux. Ça ne me conviendra pas, alors peut-être devrions-nous discuter des conséquences juridiques d'une surveillance secrète et d'éventuelles poursuites en diffamation. Des déclarations diffamatoires faites à des responsables d'école, des professionnels de la santé et des voisins qui dépeignent faussement l'approche parentale de mon client. Nolan a presque souri. Ils essayaient de renverser la situation. Faire de lui l'agresseur. Quelle déclaration? Des accusations de maltraitance fondées sur des mesures disciplinaires normales. Des tentatives de monter Brinley contre sa belle-mère. Une atteinte à la vie privée par un enregistrement illégal. Les enregistrements ont été réalisés à mon domicile avec le consentement et la connaissance de ma fille. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Un enfant ne peut pas donner son consentement légal à une surveillance. Un parent peut autoriser la surveillance de son propre enfant pour des raisons de sécurité. Monsieur Chain a consulté ses notes. Néanmoins, nous pensons qu'un tribunal jugerait votre comportement préoccupant, surtout compte tenu de votre passé. Quel passé? Sierra se pencha en avant. Les accès de colère, les menaces, la façon dont vous avez manipulé Brinley contre nous. Quel accès de colère? La semaine dernière, vous m'avez crié dessus à propos du linge. Sierra a dit, vous avez jeté une assiette contre le mur. Brinley était terrifié. Personne ne l'a regardé. Ça n'est jamais arrivé. Si. J'ai des photos de l'assiette cassée. Montrez-moi. Sierra a sorti son téléphone et a montré une photo de pièces de céramique sur le sol de la cuisine. Brinley a pleuré dans sa chambre pendant des heures après. C'est intéressant, dit Nolan calmement. Parce que Brinley était à l'école la semaine dernière pendant que je faisais la lessive, et nous n'avons pas d'assiette qui ressemble à ça. Le visage de Sierra a brillé d'incertitude. Autre fait intéressant, Nolan a ajouté que vous auriez pu avoir votre téléphone prêt à photographier des preuves de mes prétendus abus, mais que vous n'auriez jamais pensé à appeler la police. Monsieur Chin est intervenu. Mes clients essayaient de protéger la cellule familiale. Ils espèrent aborder vos problèmes de gestion de la colère en privé. Quelles autres preuves avez-vous? Sierra a sorti un carnet. Des traces de comportements erratiques, de violences verbales, de menaces contre ma mère et moi, comme le fait que vous nous disiez que nous étions maladés. Tordu. Vous disiez que vous alliez nous détruire. Quand ai-je dit cela? Plusieurs fois. La dernière fois, mardi soir. Nolan a sorti son propre téléphone. C'est intéressant, car j'ai enregistré l'intégralité de la conversation de mardi soir. Voulez-vous l'entendre? Le silence est resté dans la pièce. Ou peut-être aimeriez-vous entendre la conversation de lundi ou de dimanche. Nolan a parcouru ses fichiers audio. J'ai enregistré chacune de nos interactions ces 2 dernières semaines. L'expression confiante de Monsieur Chin commençait à se fissurer.
Vous avez enregistré votre femme en secret. Je me suis protégé des fausses accusations, ce qui était apparemment une bonne idée. Sierra fixait le téléphone que Nolan tenait à la main. On ne peut pas les utiliser au tribunal. Ils sont irrecevables. En fait, au Kansas, je n'ai besoin que du consentement d'une seule partie pour enregistrer des conversations. Puisque je suis l'une des parties, ils sont tout à fait recevables. C'est du harcèlement, a déclaré Connie. Non, c'est de la documentation. Tout comme la vidéo où vous forcez ma fille à récurer le sol pendant des heures sous vos yeux et vos rires. Monsieur Chan prenait des notes frénétiquement. Il faudrait peut-être revoir notre approche. Oui, vous devriez. Nolan a rangé son téléphone. Car pendant que vous fabriquiez des preuves contre moi, je collectais des preuves réelles contre vos clients, comme une évaluation professionnelle confirmant des violences psychologiques, des documents scolaires attestant de la détérioration de la santé mentale de Brinley, des témoignages du dîner de mardi soir et les aveux enregistrés de votre client affirmant qu'il a entraîné ma fille à se restreindre et à s'isoler socialement. Le visage de l'avocat est devenu blême. Ils n'ont jamais dit ça. Ils l'ont dit à 6 témoins, dont l'un a enregistré toute la conversation. Nolan a regardé Sierra droit dans les yeux. Tu as littéralement dit à une salle pleine de monde que tu avais entraîné une enfant de 11 ans à gagner sa vie et qu'elle n'avait pas le droit de manger avec la famille si elle n'accomplissait pas les tâches ménagères à ta satisfaction. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Et c'est exactement ce que tu fais. Monsieur Chan a fermé sa mallette. J'ai besoin de parler à mes clients en privé. Prends tout le temps qu'il te faut. Mais l'offre expire à 18 h aujourd'hui. Sierra s'est levée brusquement. Ce n'est pas fini, Nolan. Je ne lui cède pas mes droits sur Brinley. Tu n'as aucun droit sur Brinley. Tu n'es pas son parent biologique et tu as perdu tout droit moral à sa garde par ton comportement. Je suis sa belle-mère. Je l'élève depuis 2 ans. Tu la maltraites depuis 2 ans. Il y a une différence. Je l'aime. Non, tu n'en as pas envie. Tu adores l'idée d'avoir une famille parfaite à exhiber sur les réseaux sociaux. Tu adores la sympathie qu'on te porte pour être une belle-mère martyre, mais tu n'aimes pas Brinley. Tu lui en veux d'exister. Le masque de Sierra a fini par tomber. Elle a tout gâché. Tu étais censé prendre un nouveau départ avec moi, mais au lieu de ça, tu as amené cette enfant brisée et nécessiteuse qui rappelait à tout le monde que j'étais un second choix. Voilà, dit Nolan doucement. Elle était toujours en travers de mon chemin, toujours en manque d'attention, toujours en pleurs à cause de sa mère morte. J'ai essayé de la réparer pour qu'elle soit quelqu'un qui puisse fonctionner dans notre famille, mais elle continuait à être pathétique et faible. Connie attrapa le bras de Sierra. Arrête de parler, mais Sierra était incapable de se contrôler. J'ai tout abandonné pour t'épouser. J'aurais pu avoir n'importe qui, mais je t'ai choisi parce que je pensais que nous pourrions construire quelque chose de beau ensemble. Au lieu de ça, je me suis retrouvé coincé avec ton bagage émotionnel et ta fille ingrate. Tu as compris tout ça, demanda Nolan à Monsieur Chan. L'avocat fixait Sierra avec horreur. Je pense que notre affaire est close. Attends, dit Connie, on peut encore trouver une solution. Non, répondit Nolan. On ne peut pas. Tu as jusqu'à 18 h pour signer l'accord de séparation. Après cela, je porte plainte. Monsieur Chan rassembla ses papiers à la hâte. Mes clients auront besoin d'une nouvelle représentation pour toute procédure future. Il partit sans dire au revoir à Sierra ni à Connie. Tu as détruit ma vie. Sierra dit à Nolan, non, j'ai mis fin à ton droit de visite à ma fille. Ta vie est ce que tu en feras à partir d'ici. Et mes affaires? Fais tes valises. Tu as jusqu'à demain matin. Sierra monta en courant, ses pas résonnant sur le parquet. Connie resta dans le salon, paraissant plus âgée et plus petite que ce matin-là. Ce n'est pas une mauvaise personne, dit Connie doucement. Elle voulait juste être importante pour toi. Elle a choisi de s'en prendre à un enfant. Les enfants sont résilients. Brinley aurait été bien. Brinley n'allait pas bien. Brinley était systématiquement détruite par des gens censés la protéger. Connie se leva pour suivre sa fille à l'étage. Tu vas le regretter, Nolan. Sierra t'a mis en valeur. Tu te sentais important. Tu ne trouveras jamais personne d'autre qui fera autant d'efforts pour te rendre heureux. Je ne cherche pas quelqu'un qui me rende heureux. Je cherche à assurer la sécurité de ma fille. Cet après-midi-là, Nolan reçut un SMS de Sierra.
Accord signé. Nous serons sortis le lendemain matin. Il avait transmis le message à son avocat, puis s'était rendu chez Jess pour récupérer Brinley. C'est fini, demanda-t-elle en arrivant dans leur allée. C'est fini. Ils sont partis? Pas encore, mais ils seront partis demain. Ce soir-là, Nolan commanda une pizza et lui et Brinley mangèrent dans le salon en regardant un film. C'était la première fois depuis des mois qu'elle mangeait un repas complet sans regarder par-dessus son épaule ni demander la permission d'en reprendre. Papa, oui, quand ils seront partis, on peut repeindre ma chambre? De quelle couleur? Quelque chose de vif, comme du jaune ou de l'orange? Quelque chose de joyeux? On peut le peindre de la couleur que tu veux. Elle se blottit contre lui sur le canapé, la tête contre son épaule. Pour la première fois depuis des semaines, elle avait l'air détendue. Sierra et Connie partirent tôt le jeudi matin, tandis que Nolan était au travail et Brinley à l'école. Elles emportèrent leurs affaires personnelles et rien d'autre. Comme convenu, la maison était différente lorsque Nolan rentra ce soir-là. Plus lumineuse, plus propre, d'une manière qui n'avait rien à voir avec la propreté physique. Brinley courut dans chaque pièce, touchant les meubles et les murs comme si elle reprenait possession de son territoire. Dans la cuisine, elle ouvrit les placards et les portes du réfrigérateur, examinant le contenu avec émerveillement. « Je peux vraiment manger un peu de ça ?» demanda-t-elle. « Un peu ? Tout ? Quand tu as faim. » Elle se prépara un sandwich sans autre raison que le fait qu'elle le pouvait. Puis elle s'assit à la table de la cuisine et le mangea lentement, savourant chaque bouchée. Au cours des jours suivants, Brinley commença à sortir de la carapace qu'elle s'était construite. Son rire devint plus libre. Elle posait des questions sans s'excuser. Elle avait laissé ses livres et son matériel d'art éparpillés dans sa chambre au lieu de les classer par couleur. Mais le samedi matin, Trevor avait amené sa fille Emma pour l'aider à ratisser les feuilles dans le jardin. Les deux filles travaillaient ensemble, sautant dans les tas de feuilles et discutant de l'école, des livres et de tout ce dont parlent les filles de 11 ans. « Comment va-t-elle » demanda Trevor à Nolan tandis qu'ils observaient depuis la terrasse. « Chaque jour s'améliore. C'est comme voir quelqu'un se rappeler comment être lui-même. Les enfants sont forts. Elle se remettra. Elle n'aurait pas dû avoir à se remettre de quoi que ce soit. Elle aurait dû être en sécurité chez elle. » Trevor s'appuya contre la balustrade de la terrasse. « Tu as bien fait. Il a fallu du courage pour leur tenir tête. Ça a pris trop de temps. J'aurais dû agir plus tôt. Tu as agi quand tu avais suffisamment de preuves pour que ça t'appuie. Si tu avais agi trop vite, ils auraient pu en avoir une. » Cet après-midi-là, Jessie est passée avec des courses et les a aidés à préparer le dîner. Un vrai dîner avec des légumes, du pain et un dessert maison. Brinley dressa la table avec soin, mais sans la précision obsessionnelle qu'elle avait développée sous la supervision de Sierra. Une attention naturelle, celle qui naît du désir de contribuer plutôt que de la peur des conséquences. On dirait un vrai dîner de famille, dit Brinley en s'asseyant. Qu'est-ce qu'un vrai dîner de famille, demanda Nolan. Où tout le monde mange la même chose et où personne n'a à mériter sa place à table. Jessa tendit la main et serra celle de Brinley. C'est exactement ça, un vrai dîner de famille. 2 semaines plus tard, le docteur Mitchell termina son évaluation de suivi de Brinley. Le changement était remarquable. L'hypervigilance avait disparu. Le besoin excessif d'approbation avait diminué. Elle dormait à nouveau toute la nuit, mangeait normalement et abordait ses devoirs avec une confiance retrouvée. C'est comme si elle était une autre enfant, dit le docteur Mitchell à Nolan. Ou plutôt, comme si elle était redevenue elle-même. Combien de temps faudra-t-il avant qu'elle soit complètement rétablie? Les enfants sont remarquablement résilients lorsqu'ils évoluent dans un environnement constamment sûr. J'aimerais continuer à la voir encore 1 mois ou 2, juste pour m'assurer que les progrès se poursuivent, mais je suis très optimiste. Qu'en est-il des effets à long terme? Elle sera peut-être toujours plus sensible aux critiques que les autres enfants. Elle aura peut-être besoin d'être rassurée pendant les périodes de stress. Mais avec un soutien et un amour continu, elle devrait devenir une adulte saine et confiante. Ce soir-là, Nolan a trouvé Brinley dans sa chambre fraîchement repeinte. Les murs étaient jaune soleil, et elle avait accroché ses propres œuvres d'art à côté de photos d'elle et d'Emma prises avant le cancer. Ses livres étaient disposés pêle-mêle sur les étagères, mélangés à du matériel d'art et des peluches. « J'aime ta chambre », a-t-il dit depuis l'embrasure de la porte. On dirait que c'est à nouveau la mienne. Elle travaillait sur une aquarelle du chêne de leur jardin.
l'arbre où Emma la poussait sur la balançoire et où elles avaient gravé leurs initiales avant qu'elle ne tombe malade. C'est une œuvre magnifique. C'est pour maman. Je vais la mettre sur sa tombe la semaine prochaine. Je pense qu'elle adorerait. Brinley a ajouté un autre coup de pinceau aux feuilles d'automne. Papa, crois-tu que maman sera fière de moi? Je pense qu'elle serait impressionnée par ta force et ton courage. Je ne me sens pas courageuse. Courageuse ne veut pas dire ne pas avoir peur. Courageuse, c'est faire ce qu'il faut même quand on a peur. Comme te dire ce que Sierra et Connie faisaient. Exactement comme ça. Elle posa son pinceau et se tourna vers lui. Vas-tu te remarier? Je ne sais pas. Peut-être un jour. Ça te dérangerait? Pas si elle est gentille avec moi. Et si elle m'aime comme je suis au lieu d'essayer de me changer. Quiconque que j'épouserai devra t'aimer exactement comme tu es. Ce n'est pas négociable. Brinley sourit et retourna à sa peinture. Bien. Un mois plus tard, Nolan recevait les papiers du divorce par courrier. Sierra réclamait la moitié de leurs biens communs et une pension alimentaire malgré la convention de séparation qu'elle avait signée. Son nouvel avocat prétendait qu'elle avait signé sous la contrainte. Morrison appela cet après-midi-là. Elle teste pour voir si vous allez vous battre ou si vous allez simplement payer pour la faire partir. Que recommandez-vous? Battez-vous. Nous avons des documents attestant des violences et de son accord volontaire de partir. Elle n'a aucun motif de pension alimentaire et ses allégations de contrainte sont sans fondement. Combien de temps cela prendra-t-il? 6 mois, peut-être moins. Son dossier n'est pas solide et son ancien avocat témoignera probablement qu'elle était compétente lorsqu'elle a signé l'accord. Faites-le. La procédure de divorce a été pénible, mais brève. Les tentatives de Sierra de se présenter comme une victime ont été anéanties par l'examen des preuves par le tribunal. Les images vidéo, les évaluations professionnelles et les témoignages ont dressé un tableau clair de violence systématique. Trevor a témoigné sur la conversation du club de lecture. Le docteur Mitchell a présenté ses conclusions. Même la directrice Dorn a déclaré que l'état de Brinley s'était considérablement amélioré après le départ de Sierra, affirmant que son ultime stratagème était d'affirmer que Nolan avait fait un lavage de cerveau à Brinley contre elle. Mais lorsque le juge a interrogé Brinley en privé, le témoignage de la fillette de 11 ans était clair et cohérent. Je ne veux plus voir Sierra. Brinley a dit au juge, elle me faisait culpabiliser tout le temps. Elle disait que j'étais aussi douce que ma mère, mais être comme elle n'est pas mal. Ma mère était merveilleuse. Le juge a accordé la garde exclusive à Nolan, a dissous le mariage et a émis une ordonnance restrictive permanente interdisant à Sierra ou Connie de contacter Brinley. Ce soir-là, Nolan et Brinley étaient assis sur la terrasse à l'arrière, regardant le coucher du soleil. Les branches des chênes étaient dénudées, mais de nouveaux bourgeons se formaient déjà pour le printemps. C'est vraiment fini, a demandé Brinley. C'est vraiment fini. Bien, elle est restée silencieuse un instant. Papa, je suis contente que tu ne leur aies pas juste crié dessus. Que veux-tu dire? Je suis contente que tu aies élaboré un plan, rassemblé des preuves et que tu l'aies fait intelligemment. Ça a mieux fonctionné que de te mettre en colère. Nolan a souri. Où as-tu appris ça? À force de te regarder. Tu es toujours calme quand les choses sont effrayantes. Comme à l'hôpital, quand des gens sont blessés ou quand Sierra était méchante. Tu ne réagis pas comme ça. Tu réfléchis d'abord. Parfois, réfléchir d'abord est la chose la plus importante à faire. Je veux être comme ça quand je serai grande. Intelligente, calme et protectrice envers les gens qui ont besoin d'aide. Tu aimes déjà ça, Brinley. Tu as toujours été comme ça. Ce week-end-là, ils ont retiré les photos de famille où se trouvaient Sierra et Connie. À la place, Nolan a accroché de nouvelles photos. Lui et Brinley au zoo. Brinley avec ses dessins de l'école. Tous deux ratissant des feuilles avec Trevor et sa fille. La dernière photo qu'il a accrochée datait du week-end précédent. Brinley assise sous le chêne en train de peindre. Son visage était paisible, concentré, complètement absorbé par son article. Elle était redevenue elle-même. Elle ressemblait à la fille d'Emma et à sa fille, et à personne d'autre. Dans la cuisine, il a trouvé un mot que Brinley avait laissé sur le réfrigérateur. Papa, merci de me protéger. Je t'aime. Brinley. En dessous, elle avait dessiné leur maison avec 2 silhouettes debout devant. Un homme grand et une petite fille se tenant la main, souriant. Au-dessus,
Elle avait écrit de son écriture soignée de 11 ans, maison. Nolan, debout dans sa cuisine, contemplait les œuvres de sa fille et repensait à la conversation qu'il avait eue avec Sierra et Connie ce soir-là, 3 mois plus tôt. Elle s'était demandé quelle contribution une enfant de 11 ans devrait apporter à un foyer. La réponse était simple. Elle devait se sentir suffisamment en sécurité pour être une enfant. Elle devait savoir que sa place à table ne dépendait pas d'un comportement parfait. Elle devait comprendre que l'amour ne se gagne pas par la performance. Elle devait avoir le droit d'occuper l'espace. Brinley avait fait le ménage pendant 5 heures ce jour-là d'octobre, à récurer les plaintes sous le regard et les rires des femmes adultes. Mais personne n'avait nettoyé toute la maison. Le front de Brinley. Merci de m'avoir dit que ça n'arriverait plus. Tu vas leur crier dessus? Non, ma puce. Je ne vais pas crier. D'accord. Les paupières de Brinley s'alourdissaient. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi. Nolan attendit que sa respiration devienne profonde et régulière, puis alla dans sa chambre. La lumière était éteinte, et Sierra était recroquevillée sous les couvertures, dos à la porte. Sié, dit-il doucement. Sa voix était étouffée par l'oreiller. Comment s'est passée ta journée? Bien, fatigué. J'ai un mal de dos terrible. Nolan enfila ses vêtements de nuit et se mit au lit. Sierra ne bougea pas. Il resta allongé dans le noir, les yeux fixés au plafond, l'écoutant respirer. Au bout d'un moment, il sortit son téléphone et ouvrit l'application Notes. 15 octobre, obligé de faire le ménage pendant des heures, par défi. Privé de dîner, vêtements sales, genoux meurtris à force de frotter le sol. Est-ce prétend avoir mal au dos? C'est supervisé. B. Il dit qu'on la traite de douce comme une vraie maman. Il enregistra un mot et posa le téléphone sur sa table de nuit. Puis il resta éveillé jusqu'à l'aube, à réfléchir. Nolan se réveilla avant son réveil à 6 heures. Sierra était déjà sortie du lit. Il la trouva dans la cuisine en train de préparer du café, vêtue d'un pantalon de yoga et d'un pull trop grand. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière en un chignon décoiffé et elle avait des cernes sous les yeux que son anti-cerne ne parvenait pas à masquer. « Bonjour », dit-elle sans le regarder. « Le café est presque prêt. »« Merci. » Nolan ouvrit le réfrigérateur et en sortit des œufs et du lait. « Je prépare le petit déjeuner. Tu en veux? Je n'ai pas vraiment faim. Je prendrai peut-être un smoothie plus tard. » Connie apparut dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une robe bleu marine et de perles. « Bonjour, Nolan. Comment as-tu dormi? » « Bien. » Il cassa des œufs dans un bol. « Brinley descendra bientôt. Elle a besoin d'un bon petit déjeuner. » « Bien sûr. » Connie se servit du café et ajouta de la crème dans un petit pichet. « Je me disais qu'aujourd'hui serait le bon jour pour lui apprendre à faire son lit correctement. Les coins ne semblent jamais tout à fait parfaits quand elle le fait elle-même. » Nolan arrêta de battre les œufs. Elle a 11 ans. Connie, son lit n'a pas besoin de ressembler à une chambre d'hôtel. Il n'est jamais trop tôt pour prendre de bonnes habitudes. Le sourire de Connie était patient, comme si elle expliquait une évidence à un enfant. Emma était plutôt libre d'esprit, non? Parfois, ça veut dire qu'on oublie les détails pratiques. La mention de sa première femme fit serrer la mâchoire de Nolan, mais il continua à fouetter. Emma avait beaucoup appris à Brinley. Oh, je ne voulais pas offenser personne. C'est juste que les enfants ont besoin d'encadrement, surtout les filles. Elles doivent apprendre à s'occuper d'un foyer. Des pas dans l'escalier annoncèrent l'arrivée de Brinley. Elle entra dans la cuisine vêtue d'un jean propre et d'un pull vert, les cheveux brossés, mais pas tout à fait lisses. Elle essaya de se faire une tresse, mais un côté était plus lâche que l'autre. « Bonjour, ma chérie. » Nolan versa les œufs dans une poêle chaude. « J'ai faim. » Brinley hocha la tête et grimpa sur un tabouret près de l'îlot central. Elle jeta un coup d'œil à Sierra, qui consultait son téléphone, puis à Connie, qui l'observait d'un air critique. « Tes cheveux ont besoin d'être refaits, » dit Connie. « Viens ici, je vais les coiffer comme il faut. »« C'est parfait, » dit Nolan. Elle le fit elle-même, mais de façon irrégulière. Les gens le remarqueront. Brinley se laissa glisser du tabouret et se dirigea vers Connie, qui commença à défaire la tresse d'un geste vif et efficace. « Il faut que tu serres davantage le cuir chevelu, » dit Connie. « Sinon, ça a l'air négligé. Et assure-toi que chaque section est exactement la même taille. » Aïe.
Brinley grimaça tandis que Connie tirait sur un nœud. La beauté demande des efforts, dit Connie. Tes cheveux sont si épais. Il va falloir de la patience pour bien l'entraîner. Nolan déposa les œufs brouillés dans une assiette et les déposa devant Brinley avec un verre de jus d'orange. Mange. On doit partir dans 20 minutes. Brinley prit sa fourchette, mais n'en prit pas une bouchée. Elle resta parfaitement immobile pendant que Connie se coiffait, les épaules tendues. Voilà, dit Connie en reculant. Beaucoup mieux. Tu vois comme c'est soigné? La tresse était serrée et parfaite, tirant les coins des yeux de Brinley. Elle la toucha délicatement. Merci. Maintenant, mange, dit Nolan. Et parle-moi de l'école. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Un contrôle de maths. Un cours d'art. Brinley prit une petite bouchée d'œufs. Monsieur Peterson dit, on commence un nouveau projet avec des aquarelles. Ça a l'air amusant. Ça l'est. On peut peindre ce qu'on veut. Pour la première fois ce matin-là, Brinley sourit. Je vais peindre l'arbre dans notre jardin. Celui avec la balançoire. Le chêne, demanda Nolan. C'est un bon choix. Toutes ces couleurs d'automne. Sierra leva les yeux de son téléphone. Fais juste attention à ne pas mettre de peinture sur tes vêtements. Ces taches d'aquarelle. Le sourire de Brinley s'évanouit. Je ferai attention. En parlant de prudence, Connie dit, j'ai remarqué des traces de doigts sur le sol de la cuisine hier. Tu devrais faire plus attention à t'essuyer les pieds. Je m'essuie toujours les pieds, dit Brinley doucement. Eh bien, il reste quelque chose, Marx. Tes chaussures ont peut-être besoin de meilleure selle. Nolan vit le visage de sa fille se fermer. Elle termina rapidement ses œufs et demanda à être excusée. Va chercher ton sac à dos, lui dit-il. Je te retrouve à la voiture. Lorsque Brinley quitta la cuisine, Nolan se tourna vers Connie. C'est une enfant, pas une invitée. C'est chez elle. Bien sûr que si. J'essaie juste de l'aider à prendre de bonnes habitudes en critiquant tout ce qu'elle fait. Sierra leva enfin les yeux de son téléphone. Maman ne critique pas. Elle enseigne. Enseigner quoi? Que rien de ce que fait Brinley n'est assez bien. Tu dramatises. La voix de Sierra avait un côté tranchant. Chaque enfant a besoin d'être guidé. Nolan rinça son assiette dans l'évier et la mit au lave-vaisselle. Emma disait que Brinley était parfaite telle qu'elle est. Emma n'est plus là, dit Sierra. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une gifle. Nolan s'essuya lentement les mains sur un torchon et regarda sa femme. Son visage était provocateur, mais il y avait aussi autre chose. De la satisfaction. Non, dit-il doucement. Elle n'est pas là. Il quitta la cuisine sans un mot de plus. Brinley resta silencieux jusqu'à la moitié du chemin de l'école. Papa. Ouais. Tu me trouves trop doux? Les mains de Nolan se crispèrent sur le volant. Que veux-tu dire? Connie et Sierra disent que je dois être plus dur. Que je pleure trop facilement et que je ne travaille pas assez dur. Brinley regarda par la fenêtre passager. Peut-être que si j'étais plus dur, il m'apprécierait davantage. Nolan se gara sur le parking de l'école et trouva une place près de l'entrée principale. Il coupa le moteur et regarda sa fille. Brinley, regarde-moi. Elle se tourna vers lui, ses yeux sombres sérieux. Tu es exactement ce qu'il faut de dur. Tu es gentil, créatif et intelligent, et ce sont de bonnes choses. Ne laisse personne te dire qu'être sensible te rend faible. Et s'ils avaient raison? Et si j'étais doux comme maman? Ta mère était l'une des personnes les plus fortes que j'ai jamais connues. Elle a lutté contre le cancer pendant 2 ans et n'a jamais cessé de prendre soin de toi. Elle n'a jamais cessé de te lire des histoires, de t'aider à faire tes devoirs ou de s'assurer que tu savais combien tu étais aimé. Nolan tendit la main et prit celle de Brinley. Être doux ne signifie pas être faible. Cela signifie avoir un cœur assez grand pour se soucier des autres. Brinley serra ses doigts. Elle me manque. Elle me manque aussi. Ils restèrent assis dans la voiture une minute de plus à regarder les enfants rêver dans le bâtiment de l'école. S'il se passe quelque chose à la maison qui te met mal à l'aise, me le diras-tu? Nolan demandait. Comme quoi? N'importe quoi. Si quelqu'un dit quelque chose qui vous blesse ou vous demande de faire quelque chose qui ne vous semble pas juste, même s'il dit que c'est normal, des mots pour votre bien.
Brinley hocha la tête. D'accord. Promis. Promis. Nolan la raccompagna jusqu'à l'entrée et la regarda disparaître dans le couloir. Puis il se rendit au travail, son esprit explorant déjà les possibilités. Le service des urgences de Saint-Luc bourdonnait d'un chaos contrôlé. Nolan se présenta au poste des infirmières et passa en revue ses patients assignés pour la journée. 2 heures après le début de son service, lors d'une brève accalmie entre 2 ambulances, il trouva Jessa en train de réapprovisionner la salle des médicaments. Jessa travaillait aux urgences depuis 15 ans. Elle était bâtie comme une marathonienne, tout en angles vifs et en mouvements efficaces. Ses courts cheveux auburn étaient grisonnants, et elle avait des rides d'expression autour de ses yeux verts, signe d'années passées à trouver l'humour dans des situations impossibles. « Tu as une mine d'enfer », dit-elle sans lever les yeux de son stock de bandages. « Merci. C'est toujours agréable d'avoir un avis professionnel. » Sérieusement, Nolan, tu as ce truc du regard qui tourne en rond. Jessa nota quelque chose sur son bloc-notes et se tourna vers lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Nolan jeta un coup d'œil vers le couloir pour s'assurer qu'ils étaient seuls. Puis-je te demander quelque chose? En tant qu'ami, pas en tant que collègue. Mince. Si tu soupçonnais qu'un enfant est victime de maltraitance psychologique, que chercherais-tu? Quel genre de preuve tiendrait? L'expression de Jess s'accentua. On parle d'un de tes patients? Hypothétiquement. Oui, oui. Elle posa son bloc-notes. Hypothétiquement, tu voudrais des documents, des photos de tous les signes physiques, même mineurs, ecchymoses, coupures, traces de nettoyage ou de travail excessif, traces écrites de déclarations ou de comportements inquiétants, témoignages d'enseignants, de conseillers, de voisins. Et la vidéo? Si elle est obtenue légalement, oui, mais il faut le consentement de la personne enregistrée, et il faudrait que ce soit dans un endroit où elle ne s'attend pas à ce qu'elle le fasse. La vie privée. Nola hocha lentement la tête. Et la violence psychologique? Plus difficile à prouver, non? Oui, mais pas impossible. Le comportement est essentiel, car il montre que le traitement est cohérent, délibéré et nuisible au bien-être de l'enfant. Jessa étudia son visage. Nolan, si c'est à propos de Brinley, je ne dis pas que c'est le cas, mais si c'était le cas, tu dois être malin. Les agresseurs psychologiques sont souvent manipulateurs. Ils retournent la situation, te font passer pour le problème. Elle baissa la voix. Ils prétendront que c'est toi qui leur fais du mal. Quel est le meilleur moyen de se protéger? Construire son dossier discrètement. Obtenir plusieurs sources de documentation. S'assurer d'avoir des témoins difficiles à discréditer. Jessa reprit son bloc-notes. Et quoi que vous fassiez, ne leur dites pas que vous collectez des preuves. Pourquoi? Parce que s'ils pensent que vous êtes une menace, ils vont intensifier leurs efforts, détruire des preuves ou frapper les premiers et essayer de vous dépeindre comme instable. Un voyant d'appel retentit. Et les 2 infirmières regardèrent vers le rez-de-chaussée. C'est mon patient, dit Jessa. Mais Nolan, sois prudent. Et si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, hypothétiquement parlant, vous m'appelez. Le reste du service de Nolan se déroula dans un flou de soins aux patients et de tâches routinières. Mais son esprit revenait sans cesse aux mots de Jess. Construisez votre dossier. Il interrompit tranquillement sa pause déjeuner. Il se rendit à son camion et chercha sur son téléphone des caméras de sécurité, petites, sans fil avec stockage cloud, du genre à pouvoir être facilement cachées et accessibles à distance. Il trouva un système fonctionnel et passa commande pour une livraison le jour même. Puis il ouvrit une nouvelle note sur son téléphone et commença à taper. Le 16 octobre, on lui demanda si elle était trop douce. On lui dit qu'elle devait être plus dure et travailler plus dur. On lui demanda pourquoi SCC ne l'aimait pas. Toujours pas de dîner hier soir. On avait mangé des crackers de la boîte à lunch. Qu'il avait sauvegardé la note et en avait commencé une nouvelle dont les observations étaient nécessaires. État physique de B après les corvées. Déclaration de SCC sur le caractère ou la valeur de B. Preuve que B était isolé ou puni. Comparaison entre déclaration publique et comportement privé. Quand il a obtenu de retour à la maison ce soir-là, la maison était silencieuse. La voiture de Sierra avait disparu. Connie était assise dans le salon avec un livre et Brinley était à la table de la cuisine en train de faire ses devoirs. « Où est Sierra » demanda Nolan. Connie, club de lecture. Je ne rentrerai pas avant tard. Connie ne leva pas les yeux de son roman.
J'ai préparé le dîner. Un gratin de thon. C'est au four. Nolan trouva Brinley en train de se débattre avec une feuille de mat. Sa gomme était usée jusqu'au métal et ses traces étaient là où elle avait effacé et réécrit. Tu as du mal? Demanda-t-il, assis à côté d'elle. Je n'arrête pas de me tromper de réponse. Brinley désigna un long problème de division. Je croyais l'avoir compris en cours, mais maintenant, plus rien n'a de sens. Résolvons-le ensemble. Ils passèrent 20 minutes en maths. Nolan la guida étape par étape sans lui donner les réponses. Lorsqu'elle eut enfin résolu le dernier problème correctement, elle sourit. J'ai compris. Toi aussi. Tu avais juste besoin de ralentir et de réfléchir à chaque étape. Connie dit, je réfléchis trop lentement. Je dois travailler plus vite, sinon je ne suivrai jamais au collège. Un autre mot pour son téléphone. Nolan aida Brinley à ranger ses devoirs et l'envoya faire la vaisselle pour le dîner. Pendant qu'elle était à l'étage, il a envoyé un texto à son voisin Trevor. Dis donc, tu aurais besoin d'aide pour le jardinage ce week-end? Avec plaisir. La réponse de Trevor est arrivée rapidement. En fait, oui. Je prévoyais de ratisser les feuilles samedi matin. De la compagnie serait bienvenue. Parfait. Le jardin de Trevor partageait une clôture avec celui de Nolan. On pouvait voir et entendre tout ce qui se passait dehors. Et Trevor était le genre de personne à remarquer des choses comme, au goûter, Brinley a tout mangé et en a redemandé. Connie a fait remarquer qu'elle mangeait beaucoup pour une si petite fille. Nolan a servi une autre portion à Brinley et a dit à ses enfants en pleine croissance qu'ils avaient besoin de beaucoup de nourriture. Après le dîner, Brinley a aidé à débarrasser la table sans qu'on le lui demande. Connie lui a expliqué comment charger correctement le lave-vaisselle, corrigeant 2 fois la disposition des assiettes. On avait un lave-vaisselle quand j'étais petite, a dit Connie. Mais ma mère s'assurait que je sache faire la vaisselle à la main. Une femme devrait pouvoir s'occuper de sa maison sans dépendre de machines. Heureusement qu'on a des machines, alors. Nolan a dit, rend la vie plus facile. Facile n'est pas toujours synonyme de mieux. Les enfants doivent apprendre que certaines choses demandent des efforts. Cette nuit-là, après que Brinley se soit endormi, Nolan a installé la première caméra dans sa chambre, un petit appareil qui ressemblait à une prise murale, mais qui contenait un objectif et un microphone. Brinley avait accepté lorsqu'il avait expliqué qu'il voulait s'assurer de sa sécurité. Comme un système de sécurité, avait-elle demandé. Exactement comme ça. Il a installé 2 autres caméras au cours de l'heure suivante. Une dans le salon, cachée derrière un cadre photo, une dans la cuisine, montée dans un placard avec vue sur le plan de travail principal. Les 3 caméras ont été téléchargées sur un espace de stockage cloud auquel lui seul pouvait accéder. Quand Sierra est rentrée à 23h30, elle était inhabituellement bavarde. Super club de lecture ce soir. Nous lisons ce roman fascinant sur la dynamique familiale. Il fait vraiment réfléchir à la façon dont les enfants s'adaptent aux nouvelles situations. Elle a enfilé son pyjama et s'est brossé les dents. L'auteur a des théories intéressantes sur la résilience. Comment certains enfants se remettent naturellement d'un traumatisme, tandis que d'autres ont besoin de plus d'encadrement. Quel type d'encadrement? Structure. Attente claire. Conséquence d'un comportement non conforme. Norme. Sierra se mit au lit et éteignit sa lampe de chevet. Certains enfants confondent gentillesse et faiblesse. Ils doivent apprendre que l'amour implique des responsabilités. Nolan était allongé dans le noir, écoutant la respiration de Sierra changer tandis qu'elle s'endormait. Puis il prit son téléphone et ajouta un autre mot. Le 16 octobre, il aborde la dynamique familiale et le besoin d'encadrement et de conséquences pour les enfants. Il affirme que certains enfants confondent gentillesse et faiblesse. Il suggère que l'amour implique des responsabilités. Une conversation ou un message pour moi au club de lecture. Il posa son téléphone et fixa le plafond. Les caméras filmeraient ce qui se passerait en son absence. Mais il lui fallait plus que des preuves vidéo. Il avait besoin de témoins capables de témoigner de ce qu'ils avaient vu et entendu. Des gens comme Trevor, des gens comme le directeur Dorn, des gens qui n'avaient aucune raison de mentir. Demain, il commencerait à monter son dossier sérieusement. 5 jours d'images ont raconté une histoire qui a retourné l'estomac de Nolan. Il était assis dans son camion pendant la pause déjeuner, regardant des clips enregistrés sur son téléphone. La qualité de la caméra était étonnamment bonne.
Le son était suffisamment clair pour capter les conversations de l'autre côté de la pièce. Lundi, Connie, debout au-dessus de Brinley dans le salon, lui faisait replier un panier de linge 3 fois. Comme une dame, pas comme une enfant. Ses coins doivent être bien nets. Les petites mains de Brinley peinaient à manipuler les draps tandis que Connie critiquait chaque tentative. Mardi. Sierra dans la cuisine regardait Brinley frotter les plinthes avec une brosse à dents. Ta vraie mère ne t'a jamais appris à faire attention aux détails, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. On va arranger ça. La vidéo a duré 2 heures. Brinley a raté son goûter. Mercredi, les 2 femmes étaient assises sur le canapé pendant que Brinley nettoyait les fenêtres. Tu épuises ton père, dit Connie. Il travaille tellement dur pour subvenir aux besoins de cette famille, et tu prends. Qu'est-ce que tu donnes en retour? Brinley s'essuya les yeux du revers de la main, laissant des traces sur la vitre qu'elle venait de nettoyer. Jeudi, le pire. Sierra brandissait son téléphone et filmait Brinley tandis qu'elle astiquait l'argenterie à la table de la cuisine. Voilà à quoi ressemble une belle fille serviable, dit Sierra à son téléphone. Enseigner la responsabilité et les valeurs familiales. Mais lorsque Brinley leva les yeux et sourit avec espoir, Sierra supprima la vidéo. En fait, tu as oublié des passages. Recommence. Vendredi. Brinley dormait sur le canapé quand Nolan rentra. Nolan ferma l'application vidéo et ouvrit ses notes. L'épreuve était accablante, mais aussi méthodique, calculée. Ils entraînaient Brinley à accepter leur traitement comme normal tout en maintenant un déni plausible. Le lendemain matin, Brinley descendit avec le même jean que la veille. Comme personne ne lui posait de questions, elle dit qu'elle avait mouillé son lit et mis ses vêtements propres à la machine à laver. Les accidents arrivent, lui dit-il. Ce n'est pas grave, mais c'était grave. Brinley il n'avait plus eu de problème de lit matrimonial depuis le décès d'Emma, 2 ans plus tôt. Le stress se manifestait par des symptômes physiques. Je vais vous défaire votre lit et tout laver aujourd'hui, dit-il. Je peux le faire, dit rapidement Brinley. Connie, montre-moi comment utiliser la machine à laver. Tu as 11 ans. Je m'occupe du linge. Un éclair de soulagement traversa son visage avant qu'elle ne se rattrape et ne prenne un air coupable. Je suis désolé de vous donner du travail supplémentaire. Vous ne me donnez pas de travail supplémentaire. Vous êtes ma fille. Prendre soin de vous, c'est mon travail. Cet après-midi-là, Nolan a appelé le docteur Sarah Mitchell, une psychologue pour enfants spécialisée dans les traumatismes. Il a trouvé son nom grâce au programme d'aide aux employés de l'hôpital. J'aimerais amener ma fille pour une évaluation, lui a-t-il dit. Elle a été stressée ces derniers temps. Le docteur Mitchell avait une place libre le lundi suivant. Pouvez-vous me donner un bref aperçu de vos préoccupations? Elle présente des comportements de régression, des lits matrimoniaux, un repli sur soi, une anxiété liée aux activités normales de l'enfance. Elle vit dans une famille recomposée qui pourrait être un facteur aggravant. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Environ 3 semaines après la rentrée scolaire. Je vois. Et quel est votre lien de parenté avec l'enfant? Je suis son père. Son père biologique. Sa mère est décédée il y a 2 ans et je me suis remarié l'année dernière. D'accord. Apportez tous vos bulletins scolaires ou dossiers médicaux récents. État j'aimerais, documentez tout incident ou comportement particulier qui vous préoccupe. Plus j'aurai de détails, mieux je pourrai l'aider. Nolan a pris rendez-vous et a ajouté une note à son téléphone. Une évaluation professionnelle aurait plus de poids que ses propres observations. Pendant ce temps, la présence de Sierra sur les réseaux sociaux racontait une toute autre histoire. Elle a publié des photos de dîners de famille inédits, a tagué Brinley dans des publications sur sa vie de belle-mère et a partagé la joie de vivre familiale. Les commentaires de ses amis étaient pleins d'éloges pour sa patience et son dévouement. Tu es une belle-mère incroyable. Brinley a tellement de chance de t'avoir. Objectifs familiaux. Vous avez l'air si heureux ensemble. Le décalage entre l'image publique de Sierra et son comportement privé était stupéfiant. Mais cela révélait aussi quelque chose d'important. Elle se souciait profondément de la façon dont les autres la percevaient. Cette vanité serait utile. Dimanche soir, Nolan était assis dans son camion sur le parking de l'hôpital avant son service de nuit, visionnant une dernière fois les images de la semaine. Le schéma était clair, documenté et observé par plusieurs caméras.
Mais il lui fallait plus que des preuves vidéo pour constituer un dossier qui résisterait à un examen approfondi. Il lui fallait la validation d'un tiers, des avis professionnels, les dossiers scolaires, et il devait s'assurer que, lorsqu'il engagerait des poursuites contre Sierra et Connie, elle n'aurait aucune possibilité de représailles contre Brinley. Nolan a demandé à rencontrer le directeur, Gareth Dorn, mardi matin. Il avait appelé le secrétariat de l'école pour lui expliquer ses inquiétudes concernant les récents résultats scolaires de Brinley et souhaitait discuter de stratégies pour la soutenir à la maison. Le directeur, Dorn, était un homme grand, aux tempes grisonnantes et portant des lunettes à monture métallique. Son bureau était décoré de dessins d'élèves et de photos d'événements scolaires. Il fit signe à Nolan de s'asseoir en face de son bureau. « Merci d'être entré, monsieur Tra. Je voulais justement vous contacter. » Oh, mademoiselle Rodriguez, notre école. Le conseiller d'orientation a eu quelques conversations avec Brinley ces 2 dernières semaines. Rien d'alarmant, mais quelques éléments ont retenu notre attention. Nolan s'est penché en avant. Quel genre de choses? Le directeur Dorn a ouvert un dossier et consulté des notes manuscrites. Brinley est plus renfermée en classe. Son enseignante, Madame Peterson, dit qu'elle hésite à participer aux activités de groupe et semble angoissée à l'idée de faire des erreurs. Ça ne lui ressemble pas. D'habitude, elle adore l'école. C'est ce que nous pensions aussi. Ses résultats scolaires n'ont pas diminué de manière significative, mais sa confiance en elle a changé. Le directeur Dorn a retiré ses lunettes et les a nettoyées avec soin. Madame Rodriguez a mentionné que Brinley avait l'impression de poser problème à la maison. Un problème comment? Elle a dit qu'elle mettait trop de désordre et qu'elle devait apprendre à être plus serviable. Lorsque Madame Rodriguez lui a demandé de préciser, Brinley a répondu qu'elle apprenait à être une dame plutôt qu'une enfant. Nolan a serré la mâchoire. A-t-elle dit qu'il lui avait appris cela? Elle a mentionné sa belle-mère. Et sa belle-grand-mère l'aidait à adopter un comportement correct. Elle semblait penser que c'était normal, mais mademoiselle Rodriguez s'inquiétait du langage utilisé. Que recommandait la conseillère? Le directeur Dorn a consulté à nouveau ses notes. Elle a suggéré de surveiller l'état émotionnel de Brinley et de maintenir une communication ouverte avec la famille. Elle a également recommandé que si la famille traverse une période d'adaptation, il pourrait être utile d'envisager une thérapie familiale. J'ai déjà pris rendez-vous avec une psychologue pour enfants pour lundi. C'est excellent. Nous serons heureux de coordonner avec son thérapeute si vous signez un formulaire de divulgation d'informations. Le directeur Dorn s'est adossé à sa chaise. Monsieur TR, puis-je parler franchement, s'il vous plaît? Brinley est élève ici depuis la maternelle. Elle a toujours été une enfant brillante, confiante, créative, empathique, appréciée de ses camarades. Ce changement de comportement est suffisamment important pour que plusieurs membres du personnel l'aient remarqué. Qu'ont-ils remarqué exactement? Elle s'excuse constamment pour des choses qui ne nécessitent pas d'excuses. Elle demandait la permission pour des activités normales comme aller aux toilettes ou boire un verre d'eau. Hier, elle a refusé de déjeuner parce qu'elle disait qu'elle devait d'abord le mériter. Nolan sentit une boule de froid s'installer dans sa poitrine. Comment le mériter? En faisant parfaitement son travail du matin. Quand son professeur lui a dit que le déjeuner n'était pas conditionné à la performance, Brinley a semblé perplexe. Elle a dit qu'à la maison, on ne mange parfois pas si on ne fait pas bien ses tâches ménagères. A-t-elle dit cela précisément? Mademoiselle Peterson a documenté la conversation. Je peux vous en fournir une copie. J'apprécie. Le directeur Dorn a noté cela sur son bloc-notes. Monsieur Tra, je tiens à préciser que nous ne portons aucune accusation. Les familles recomposées traversent souvent des périodes d'adaptation et les enfants interprètent parfois les nouvelles règles de manière inattendue, mais vous êtes suffisamment préoccupé pour documenter ces conversations. Nous documentons tout ce qui semble hors norme pour un enfant en particulier. C'est notre politique. Le directeur Dorn avait une expression prudente mais directe. S'il y a des facteurs de stress à la maison qui affectent le bien-être de Brinley, nous voulons la soutenir dans cette transition. Et si ces facteurs de stress ne sont pas temporaires, alors je travaillerai avec la famille et les professionnels compétents pour assurer la sécurité et la stabilité de Brinley. Personne ne comprenait. L'école était en train de constituer sa propre documentation, tout comme lui. Ils n'étaient pas encore prêts à rédiger des rapports officiels, mais ils étaient attentifs. J'aimerais avoir des copies de toutes les observations écrites ou conversations concernant Brinley, a dit Nolan à son thérapeute.
Bien sûr, je les préparerai pour que vous puissiez les récupérer cet après-midi. Et si la situation empire, si le comportement de Brinley continue de changer? Le directeur Dorn a croisé son regard droit dans les yeux, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour la protéger. Notre devoir est envers l'enfant, Monsieur Tra. Toujours. Nolan a quitté l'école avec une enveloppe Kraft contenant 3 semaines d'observation des enseignants et de notes du conseiller. L'image qu'il dressait était celle d'un enfant confiant, systématiquement démantelé et reconstruit selon les spécifications de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, il a montré les documents à Brinley pendant les devoirs. Votre directeur dit que Madame Rodriguez est venue vous voir à l'école. Brinley a levé les yeux de sa feuille de mathématiques. Elle est gentille. Elle m'a demandé comment j'allais. Que lui dis-tu? Que je vais bien. Je vais bien la plupart du temps. Et les parties qui ne vont pas bien la plupart du temps? Brinley posa son crayon et réfléchit à la question. Parfois, j'ai peur de faire des erreurs à l'école. Enfin, j'ai peut-être oublié une règle ou quelque chose comme ça. Quel genre de règle? Je ne sais pas. Juste des règles. Elle reprit son crayon et effaça quelque chose qu'elle avait écrit. À la maison, il y a maintenant beaucoup de règles sur la façon de s'asseoir, de plier les choses et de dire quoi dire quand on parle. Je ne sais plus quelles règles s'appliquent à la maison et lesquelles s'appliquent partout. Nolan rapprocha sa chaise de la sienne. Brinley, tu connais la différence entre une règle de la maison et une règle de vie? Que veux-tu dire? Une règle de la maison s'applique à un endroit précis, comme enlever ses chaussures en entrant ou ne pas manger dans le salon. Chaque famille a ses propres règles de maison. Brinley hocha la tête. D'accord. Une règle de vie s'applique partout, comme être honnête, traiter les gens avec gentillesse ou demander de l'aide quand on en a besoin. Les règles de vie, non. Changer selon l'endroit où l'on se trouve. Alors, qu'est-ce que, agir comme une dame? Nolan serra les poings, mais garda une voix ferme. Ce n'est pas vraiment une règle. C'est l'opinion de quelqu'un sur la façon dont il pense que vous devriez vous comporter. Et c'est à vous de décider si vous êtes d'accord avec cette opinion. Eh bien, si je ne suis pas d'accord, alors vous n'êtes pas obligé de la suivre. Tu as le droit d'être toi-même, Brinley. Tu as le droit d'avoir 11 ans, de faire du bruit, de te salir, de poser des questions et d'occuper l'espace. Les larmes commencèrent à monter aux yeux de Brinley. Mais que se passerait-il s'il s'énervait? Laisse-moi m'en occuper. Ton rôle est d'être un enfant. Mon rôle est de m'assurer que tu sois en sécurité et aimé. Cette nuit-là, après que Brinley se soit endormi, Nolan fit des copies de tous les documents scolaires et les rangea dans un coffre-fort qu'il avait loué l'après-midi. Les originaux furent rangés dans un classeur verrouillé dans le placard de sa chambre. Puis il s'assit avec son ordinateur portable et commença à chercher des avocats spécialisés en droit de la famille, spécialisés dans les affaires de garde d'enfants. Nolan commença la séparation systématique de ses biens, avec la précision méthodique dont il faisait preuve aux urgences, à commencer par ouvrir un nouveau compte courant dans une autre banque et y déposer ses salaires. Il y conservait suffisamment d'argent pour couvrir les dépenses du ménage et éviter tout soupçon. Ensuite, il a appelé les services publics et a modifié la facturation à son nom. Lorsque le représentant du service client lui a demandé de retirer Sierra du compte, il a expliqué qu'il rationalisait leurs finances et qu'il gérerait désormais toutes les factures. Il a fait suivre le courrier à une boîte postale qu'il louait à son nom. Il a changé le bénéficiaire de son assurance vie de Sierra à Brinley. Il a supprimé Sierra de ses contacts d'urgence au travail et l'a remplacé par Jessa. Chaque changement était minime, facile à expliquer et difficile à contester. Une mort à petit feu, toute légale et documentée. Théôme. L'attitude de Nolan envers Sierra et Connie est devenue sensiblement plus froide. Pas hostile, mais distante et professionnelle. Il a répondu à leurs questions par des réponses brèves et a cessé d'engager la conversation. Sierra a été la première à le remarquer. Vous êtes resté silencieux ces derniers temps, a-t-elle dit jeudi. Ce soir-là, pendant qu'il chargeait le lave-vaisselle. Brinley était en haut en train de faire ses devoirs et Connie regardait la télévision dans le salon. Ah bon? Très calme. On aurait dit que tu nous évitais. Nolan rinça une assiette et la lui tendit. Juste fatigué. J'ai été très occupé au travail. C'est plus que ça. La voix de Sierra avait un ton tranchant. Tu es différente. Froide? Je n'ai pas froid. Je suis concentré. Concentré sur quoi?
Nolan la regarda droit dans les yeux pour la première fois depuis des jours. Sur le fait de prendre soin de ma fille. Notre fille. Elle fait partie de notre famille maintenant. Vraiment? Sierra posa l'assiette qu'elle tenait. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Oublie ce que j'ai dit. Non, je veux savoir ce que tu voulais dire par là. Tu veux dire que je ne traite pas Brinley comme un membre de la famille? Nolan finit de rincer la vaisselle et s'essuya les mains avec une serviette. Je dis que j'ai fait attention à ce à quoi ressemble une famille dans cette maison. Et j'apprends. Il quitta la cuisine sans Sierra le suivit dans le salon où Connie leva les yeux de son livre avec intérêt. Nolan pense que je ne traite pas Brinley comme un membre de la famille, annonça Sierra. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, qu'as-tu dit? Nolan s'assit sur la chaise en face du canapé où les deux femmes le fixaient. J'ai dit, j'apprends à quoi ressemble une famille, ce qui implique que tu n'aimes pas ce que tu vois, dit Connie. Je n'ai pas dit ça non plus. Mais tu y penses, dit Sierra. Tu nous juges pourquoi? Pour avoir essayé d'apprendre à Brinley un peu de responsabilité. C'est comme ça que tu appelles ça? Comment appellerais-tu ça? Nolan resta silencieux un long moment, choisissant ses mots avec soin. Je trouve ça intéressant que ma fille rentre de l'école en me demandant si elle est trop douce et si elle doit mériter son dîner. Le visage de Sierra rougit. On n'a jamais dit qu'elle devait mériter son dîner, n'est-ce pas? Non. On a dit qu'elle devait contribuer au ménage avant d'attendre d'être servie. Il y a une différence. Quel genre de contribution? Des tâches ménagères adaptées à son âge, aider à la lessive, ranger derrière elle, apprendre les bases de la vie quotidienne pendant 5 heures d'affilée. Ça ne prend pas 5 heures. L'autre jour, si. Connie posa son livre et se pencha en avant. Nolan, je pense que tu ne comprends pas nos intentions. On ne punit pas Brinley. On la prépare au monde réel. Elle a 11 ans exactement, ce qui signifie qu'elle a 7 ans pour apprendre à fonctionner comme une adulte. 7 ans pour développer l'éthique du travail, la discipline et le respect de l'autorité. Le respect de l'autorité. Oui. Les enfants doivent comprendre la hiérarchie. Ils doivent apprendre que les adultes sont aux commandes et que remettre en question cette autorité a des conséquences. Nolan sentit quelque chose bouger en lui, comme un cliquetis. Quelles conséquences? Des conséquences naturelles. Sierra dit, si tu ne fais pas ta part, tu n'as pas les mêmes privilèges que ceux qui le font, comme manger, comme se faire préparer ses repas au lieu de devoir les préparer soi-même. Elle a 11 ans, répéta Nolan, assez grande pour faire un sandwich. Tandis que les adultes mangent un repas complet devant elle, Sierra et Connie échangent un regard. Quelque chose se passe entre elles. Une communication silencieuse que Nolan n'était pas censé comprendre. Tu déformes nos paroles, dit finalement Sierra. On ne l'affame pas. On lui apprend que les actes ont des conséquences. Et quels actes méritent l'isolement social pendant le dîner de famille? Elle n'est pas isolée. Elle choisit de ne pas participer. En faisant quoi? En ne nettoyant pas les plaintes à votre satisfaction. En choisissant d'avoir une mauvaise attitude envers la famille. Nolan se leva. Je vois. Et vous? Parce que je ne pense pas que vous compreniez ce que nous essayons d'accomplir ici. Non, je comprends parfaitement. Il baissa les yeux vers les deux femmes assises côte à côte sur le canapé, unies dans leur certitude. Tu enseignes à ma fille que l'amour est conditionnel, que l'appartenance se mérite, qu'elle n'a de valeur que si elle se conforme à vos exigences. On lui apprend l'autodiscipline, dit Connie. Tu lui apprends à se détester. Les yeux de Sierra brillèrent de colère. C'est ridicule. Et franchement, c'est insultant. Tout ce qu'on fait, c'est pour son bien. Vraiment? Oui. Et si vous n'étiez pas si aveugle à ses défauts, vous verriez qu'elle a besoin de conseils. Elle a besoin d'être encadrée. Elle a besoin d'apprendre que le monde ne tourne pas autour d'elle. Quel défaut? Elle est paresseuse. Elle est manipulatrice. Elle pleure pour attirer l'attention et refuse d'assumer ses erreurs. Nolan sentit qu'il perdait le contrôle, mais il garda une voix calme. Elle a 11 ans et sa mère est morte. Sa mère est morte depuis 2 ans. À un moment donné, il faut qu'elle passe à autre chose. Passer à autre chose. Passer à autre chose. Passer à autre chose que le deuil. Passer à autre chose que d'utiliser le deuil comme excuse pour ses mauvaises actions. Le silence se fit dans la pièce.
Nolan entendait le ronronnement du réfrigérateur dans la cuisine, le tic-tac de l'horloge murale, le battement de son cœur. Je crois, dit-il doucement, que nous avons des conceptions très différentes de la famille. Je crois que Sierra a dit que tu as tellement peur d'être le méchant que tu fais du brinlet. Un mauvais service. Quelqu'un doit être l'adulte ici. Tu as raison. Quelqu'un le doit. Nolan monta à l'étage pour voir comment allait Brinley. Il la trouva à son bureau, ses devoirs étalés devant elle, mais elle ne travaillait pas. Elle était assise, parfaitement immobile, écoutant la conversation en bas. « Salut », dit-il doucement. Elle se retourna et il vit qu'elle pleurait. « Je vous ai entendu vous disputer. » On ne se disputait pas. On discutait de moi. Nolan s'assit au bord de son lit. De la famille. De la façon dont on devrait se traiter. Vas-tu divorcer? La question le frappa comme un coup de poing. Je ne sais pas, ma puce. Peut-être. Devrais-je vivre avec Sierra si tu le faisais? Non. Tu resterais toujours avec moi. Le soulagement inonda le visage de Brinley. Tant mieux. Je ne veux pas vivre avec eux. Pourquoi pas? Parce qu'ils ne m'aiment pas. Ils font semblant quand tu es là, mais quand tu n'es plus là, ils me disent tout ce qui ne va pas chez moi. Brinley s'essuya les yeux du revers de la main. J'essaie de m'améliorer, mais rien de ce que je fais n'est bien. Tu n'as rien qui cloche, Brinley. Tu comprends ça? Rien. Alors pourquoi me déteste-t-il? Nolan resta silencieux un instant, réfléchissant à la manière de répondre honnêtement à cette question sans la blesser davantage. Certaines personnes, dit-il finalement, sont si malheureuses qu'elles cherchent à rendre les autres malheureux aussi. Cela les aide à se sentir mieux face à leurs propres problèmes. Est-ce pour ça qu'elles sont méchantes avec moi? Je pense que oui. Et je pense qu'elles voient combien je t'aime. Et ça les rend jalouses. Jalouses de moi, jalouses de notre relation, de notre proximité, de tout ce que tu représentes pour moi. Brinley réfléchit. Donc, ce n'est pas vraiment à cause de moi. C'est à cause d'elle. C'est vrai. Mais je dois encore vivre avec. Plus pour très longtemps. Elle le regarda avec un mélange d'espoir et de peur dans ses yeux sombres. Promis? Promis. Ce soir-là, Nolan prit d'autres notes. Pas seulement sur ce que Sierra et Connie avaient à dire. Ils avaient dit, mais pas sur la façon dont ils l'avaient dit. La cruauté désinvolte, le front uni, la façon dont ils justifiaient leur comportement, même confrontés à ses conséquences. Ils n'allaient pas changer. Ils n'allaient pas soudainement développer de l'empathie ou reconnaître que leur traitement envers Brinley était néfaste, ce qui signifiait qu'ils devaient la soustraire définitivement à leur influence. Et ils devaient le faire de manière à la protéger de tout contact futur. Le plan de Nolan exigeait que Sierra se dévoile publiquement. Sa vanité et son besoin de validation sociale la perdraient, mais il devait créer la bonne occasion. Je me disais, dit-il à Connie samedi matin. Tu aimerais peut-être organiser à nouveau ton club de lecture ici la semaine prochaine. Montre-moi comme la maison est belle. Le visage de Connie s'illumina. Vraiment? Je croyais que tu n'aimais pas recevoir. Ça ne me dérange pas. Et la maison n'a jamais été aussi belle. Il fit un geste vers le salon impeccable. Sierra et toi avez fait un travail formidable pour tout organiser. Nous l'avons fait, n'est-ce pas? La poitrine de Connie était gonflée de fierté. Les dames ont été très impressionnées la dernière fois, surtout par le bon comportement de Brinley. Elle a beaucoup appris de vous. C'est vrai. C'est remarquable ce qu'une guidance constante peut accomplir. Nolan a envoyé un SMS à Trevor cet après-midi-là, car il y avait des voisins mardi soir. Voulez-vous passer avec Emma? Rien de formel, juste pour faire des rencontres. La réponse de Trevor a été rapide. Bien sûr. À quelle heure? 19h30. Juste une conversation informelle. Apportez votre appétit, peut-être. Je pense qu'il y aura beaucoup à manger. Ça a l'air bien. J'ai hâte. Point. Lundi, Nolan a emmené Brinley à son rendez-vous avec le docteur Mitchell. La psychologue pour enfants était une femme d'une cinquantaine d'années, au regard bienveillant et aux manières douces. Elle a passé 1 heure à discuter seule avec Brinley, puis 30 minutes supplémentaires avec Nolan. J'aimerais revoir Brinley la semaine prochaine.
Le docteur Mitchell a dit qu'il y avait des schémas inquiétants dans ses réponses qui méritent une évaluation plus approfondie. Quel type de schéma? Elle fait preuve d'une hypervigilance face à l'approbation des adultes. Elle demande la permission pour des choses qui ne devraient pas l'être. Elle a une obsession inhabituelle d'être sage et une peur exagérée de faire des erreurs. Est-ce compatible avec la violence psychologique? Le docteur Mitchell a choisi ces mots avec soin. C'est cohérent avec un enfant qui a appris que l'amour et la sécurité sont conditionnés par un comportement parfait. Ce genre d'apprentissage vient généralement d'un environnement où les critiques sont constantes et les compliments rares. Qu'en est-il de sa situation familiale? Elle décrit le sentiment d'être toujours en difficulté, même lorsqu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait de mal. Elle parle d'apprendre à être une dame plutôt qu'une enfant. Elle mentionne les adultes qui l'aident à s'améliorer en soulignant ses défauts. Donne-t-elle des exemples précis? Elle a décrit qu'on lui demandait de faire le ménage pendant des heures, par jeu, mais semblait perplexe quant à la raison pour laquelle les adultes se moquaient de ses efforts. Elle a parlé de ne pas être incluse parfois au repas de famille parce qu'elle n'avait pas mérité ce privilège. Nolan sentit sa mâchoire se serrer. Est-ce un motif pour un rapport officiel? Je vais documenter mes observations et mes recommandations. Si la situation persiste ou s'aggrave, nous devrons peut-être faire appel au service de protection de l'enfance. Et si je la retirais de cet environnement, ce serait l'idéal. Les enfants sont remarquablement résilients lorsqu'ils sont placés dans des foyers suréaimants. Le mardi soir est arrivé au moment idéal. Sierra a passé l'après-midi à préparer le club de lecture, à arranger les fleurs et à préparer les amuse-gueules. Connie a nettoyé la maison de fond en comble, Brinley la suivant pour peaufiner les détails. À 19h, les deux femmes étaient habillées et prêtes à impressionner. Sierra portait une robe bleu marine qui coûtait plus cher que ce que Nolan avait fabriqué en une semaine. Connie avait ses plus beaux bijoux et suffisamment de parfum pour embaumer tout le salon. Les dames du club de lecture sont arrivées à 19h30 précise. 5 femmes, entre 50 et 60 ans, toutes habillées pour l'occasion. Elles ont complimenté la maison, les rafraîchissements et les talents d'hôtesse de Sierra avec l'enthousiasme de personnes qui apprécient sincèrement les rencontres sociales. Trevor a frappé à la porte à 19h45 précise. Personne ne l'a présenté comme leur voisin et ne l'a invité à se joindre au groupe. Trevor portait une chemise boutonnée décontractée et un pantalon kaki, avec une bouteille de vin en guise de cadeau. « Quel plaisir de rencontrer d'autres voisins » demanda l'une des dames du club de lecture. « Vous êtes aussi du club de lecture ?»« Non, je passe juste, » dit Trevor en souriant. « Nolan a mentionné que vous receviez du monde. Nous discutons de la dynamique familiale dans la littérature contemporaine. » Connie annonça. « C'est fascinant de voir comment différents auteurs abordent les défis des familles recomposées. »« Ça a l'air intéressant, » dit Trevor. « Je suis moi-même parent célibataire, donc la dynamique familiale est tout à fait pertinente. » Sierra s'avança. « Nous parlions justement de la satisfaction qu'il y a à aider les enfants à développer de meilleures habitudes, surtout ceux qui ont vécu un traumatisme. »« Ah oui, vous travaillez avec des enfants traumatisés. » Une dame demanda, pas professionnellement, mais j'ai une belle-fille qui a perdu sa mère. C'est une expérience enrichissante. C'est formidable que vous l'ayez prise en charge, dit une autre dame. Ça ne doit pas être facile. Ça ne l'est pas, acquiesça Sierra. Mais avec de la patience et de la constance, on peut leur apprendre à être des membres à part entière de la famille. Nolan observa attentivement le visage de Trevor. Son voisin écoutait avec un intérêt poli, mais Nolan le voyait assimiler la conversation. Quel genre de contribution, demanda Trevor. Des responsabilités adaptées à son âge, répondit Connie. Nettoyer, ranger, apprendre à prendre soin d'elle et de son environnement. C'est logique, dit Trevor. Ma fille fait aussi des corvées. Mais comprend-elle que les privilèges se méritent, demanda Sierra. C'est la clé. Les enfants doivent apprendre que rien n'est gratuit dans la vie, même chez eux. Surtout chez eux. C'est là qu'ils acquièrent les valeurs qu'ils transmettront au monde. Une des femmes du club de lecture s'agita, mal à l'aise. Eh bien, les enfants ont besoin d'un peu de structure. Exactement, dit Sierra, s'intéressant de plus près à son sujet. Structure et responsabilité. Certains enfants essaient de manipuler les adultes avec des larmes ou des bouderies. Mais il ne faut pas laisser faire. Il faut rester cohérent avec ses attentes. Et s'ils sont vraiment contrariés, demanda Trevor. Alors ils doivent apprendre à gérer leurs émotions. Pleurer ne résout pas les problèmes. Le travail, oui.
Connie hocha la tête d'un air approbateur. Nous avons fait d'énormes progrès avec Brinley. Elle apprend à canaliser son énergie vers des activités utiles au lieu de s'apitoyer sur son sort. De l'apitoiement. Le ton de Trevor était soigneusement neutre à propos de sa mère. Cela faisait 2 ans, mais elle utilisait encore le chagrin comme excuse pour se comporter mal. Quel genre de comportement malsain? Désordre? Paresse? S'attendre à ce qu'on s'occupe d'elle au lieu de contribuer? La voix de Sierra portait une note de satisfaction. Mais nous l'avons entraînée à être plus utile, n'est-ce pas, maman? Les mots flottaient dans l'air comme une confession. Plusieurs dames du club de lecture échangèrent un regard. L'expression de Trevor ne changea pas, mais Nolan vit sa main se diriger légèrement vers son téléphone. La former, demanda l'une des dames. Eh bien, lui apprendre. Sierra fit marche arrière, la guida, l'aida à prendre de meilleures habitudes. C'est remarquable ce qu'un accompagnement constant peut accomplir, a ajouté Connie. Elle est passée d'une enfant exigeante et émotive à une personne qui contribue réellement à la vie du foyer. Quel âge aviez-vous dit, a demandé Trevor. 11 ans, a répondu Sierra. Assez grande pour comprendre la responsabilité. Et à quoi ressemble la responsabilité pour une enfant de 11 ans? Prendre soin de son espace, aider aux tâches ménagères, apprendre que ses actes ont des conséquences, comme Sierra et Connie échangèrent un regard, réalisant peut-être qu'elles étaient plus précises qu'elles ne le pensaient. Des conséquences naturelles, dit Connie. Si on ne fait pas sa part, on n'a pas les mêmes privilèges que ceux qui le font. Comme quoi? Comme se faire préparer des repas au lieu de les préparer soi-même, dit Sierra, la voix maintenant sur la défensive, comme participer aux activités familiales au lieu de réfléchir à ses choix. La pièce était devenue sensiblement plus silencieuse. Les dames du club de lecture semblaient mal à l'aise, et Trevor fixait ouvertement Sierra. Donc, si elle ne fait pas les tâches ménagères à votre satisfaction, elle ne mange pas avec la famille. Trevor demanda, elle mange. Elle n'a qu'à préparer son repas pendant que les adultes mangent un plat préparé. Oui. C'est comme ça qu'elle apprend la valeur de la contribution. Et à quelle fréquence cela arrive-t-il? Le visage de Sierra était rouge maintenant, assez souvent pour qu'elle comprenne la leçon. Trevor hocha lentement la tête. Je vois. Une des dames du club de lecture s'éclaircit la gorge. Bon, c'était instructif, mais peut-être devrions-nous revenir à la discussion sur le livre. La conversation poursuivit son cours, mais le mal était fait. Trevor resta encore 30 minutes, engageant une conversation polie et observant la dynamique familiale. Quand Brinley descendit pour lui dire bonsoir, il l'observa se déplacer dans la pièce. Elle était silencieuse, prudente, s'excusant de l'avoir interrompue. Elle demanda la permission d'aller chercher un verre d'eau à la cuisine. Elle s'excusa de nouveau lorsqu'une des dames la complimenta sur ses manières. « Quel enfant sage !» dit la dame à Sierra. « Vous avez fait un travail formidable avec elle. »« Merci » dit Sierra, languissante. « Tout est une question de constance. » Après le départ des invités, Sierra était euphorique. Ça s'est très bien passé. Les filles étaient vraiment impressionnées par les progrès de Brinley. Elle a vraiment appris à bien se tenir, approuva Connie. Nolan aida à ranger tout en les écoutant repasser les moments forts de la soirée. Ils étaient particulièrement ravis des compliments qu'ils avaient reçus sur leur approche parentale. Trevor semblait très intéressé par nos méthodes. Sierra dit, on devrait peut-être écrire un livre. Guérir les enfants traumatisés par la structure et la responsabilisation. Ce n'est pas une mauvaise idée, dit Connie. Il y a tellement de parents qui luttent avec des enfants difficiles. Nolan mit les derniers verres dans le lave-vaisselle et consulta son téléphone. Trevor avait envoyé un SMS 20 minutes plus tôt. Besoin de parler. Appelle-moi quand tu peux. Nolan attendit que Sierra et Connie soient à l'étage, puis sortit sur la terrasse et composa le numéro de Trevor. C'était instructif, dit Trevor sans préambule. Qu'en as-tu pensé? Je crois qu'ils viennent d'avouer avoir abusé émotionnellement de votre fille devant 6 témoins. Vous avez enregistré chaque mot. Ils ont littéralement dit qu'ils l'avaient entraînée à être utile et qu'elle devait gagner des privilèges fondamentaux comme on mange en famille. Le son est clair? Parfaitement net. Et je n'étais pas la seule à être perturbée par ce qu'elle disait. Ces dames du club de lecture avaient l'air horrifiées. Allaient-elles témoigner de ce qu'elles avaient entendu? Je pense que oui. Ce qu'elles décrivaient n'était pas une éducation parentale normale.
C'était une manipulation psychologique systématique d'un enfant en deuil. Nolan sentit un poids s'installer dans sa poitrine. Le soulagement se mêlait à la détermination. J'aurai besoin de cet enregistrement. Tu l'auras. Avec une déclaration écrite sur ce que j'ai observé. Trevor marqua une pause. Nolan, je vois Brinley dans ton jardin parfois. Elle a toujours l'air si petite et prudente, comme si elle avait peur de prendre de la place. Elle a peur. Ils ont passé des mois à lui apprendre qu'elle ne méritait pas de prendre de la place. Quand vas-tu agir contre elle? Bientôt. Je dois juste m'assurer d'avoir suffisamment de preuves pour la protéger définitivement. Et toi? Ce qu'elles ont décrit ce soir n'est pas de la discipline. C'est de la maltraitance. Et ils en étaient fiers. Après avoir raccroché, Nolan s'est assis dans l'obscurité de son jardin et a levé les yeux vers la fenêtre de la chambre de Brinley. Une douce lumière brillait derrière ses rideaux. Elle était probablement en train de lire ou de dessiner, trouvant du réconfort dans des activités que personne ne pouvait critiquer ou lui enlever. Demain, il entamerait la partie finale. Le mercredi matin se leva gris et froid. Nolan avait pris un jour de congé, informant son supérieur qu'il devait s'occuper des affaires familiales. Il passa la matinée chez son avocat à examiner documents et stratégies. James Morrison était un spécialiste du droit de la famille chaudement recommandé par le service juridique de l'hôpital. C'était un homme mince d'une quarantaine d'années, au regard perçant et réputé pour sa préparation minutieuse. Vous avez monté un dossier solide, dit Morrison, étalant les preuves sur sa table de conférence, documents vidéo, évaluation professionnelle, bulletins scolaires, témoignages. C'est complet. Est-ce suffisant? Largement suffisant pour une ordonnance de garde d'urgence. Le schéma de violence psychologique est clair et bien documenté. Morrison prit le rapport du docteur Mitchell. L'évaluation psychologique est particulièrement accablante. Votre fille présente les symptômes classiques d'une manipulation psychologique systématique. Qu'en est-il des droits parentaux de Sierra? Les beaux-parents ont des droits limités par rapport aux autres. À ses parents biologiques, et tous ces droits seront annulés par les preuves de maltraitance. Morrison a rassemblé les documents en piles bien ordonnées. Les aveux enregistrés de mardi soir scellent le tout. Elle a admis avoir utilisé la nourriture et l'isolement social comme punition pour un enfant de 11 ans. Comment procéder? Prudemment. Si Sierra réalise ce qui se passe, elle pourrait aggraver son comportement envers Brinley ou tenter de détruire des preuves. Morrison a sorti un dossier juridique. J'ai préparé un accord de séparation qui exclut Sierra et sa mère du domicile. C'est suffisamment généreux pour qu'elles le signent volontairement. Et s'ils ne le font pas, nous déposons une demande de garde d'urgence et d'ordonnance restrictive. Avec ces preuves, le tribunal accordera probablement les deux immédiatement. Nolan a examiné l'accord de séparation. Il était effectivement généreux. Sierra garderait sa voiture, recevrait une indemnité forfaitaire et conserverait l'accès à certains biens communs. En échange, elle quitterait le domicile immédiatement et renoncerait à toute prétention de garde ou de visite avec Brinley. Et la maison? Elle est à votre nom uniquement. Achetée avant le mariage. Elle a aucun droit légal ni est attachée. Morrison a noté cela sur son bloc-notes. L'essentiel est de présenter cela comme une transaction commerciale, et non comme une confrontation émotionnelle. Gardez un ton neutre et concentrez-vous sur les faits. Et si elle essaie de porter des accusations contre moi, nous sommes préparés. Chaque témoignage corrobore votre personnalité et votre rôle parental. Les documents scolaires montrent que le déclin de Brinley a coïncidé avec l'implication croissante de Sierra dans sa vie. L'évaluation du docteur Mitchell confirme que Brinley se sent en sécurité avec vous et anxieuse en présence de Sierra. Morrison lui a remis un dossier noir contenant des copies de toutes les preuves. Présentez-le avec l'accord de séparation. Laissez-leur le temps de tout examiner, mais précisez bien que c'est leur seule chance de gérer la situation discrètement. Combien de temps? 24 heures. Suffisamment pour consulter un avocat s'il le souhaite, mais pas assez pour lancer une contre-attaque sérieuse. Nolan a quitté le bureau du procureur avec un dossier et un plan clair. Il est allé chercher Brinley à l'école et l'a emmené chez Jess pour la soirée. Je dois avoir une conversation difficile avec Sierra et Connie, a-t-il expliqué à Brinley. Dans l'allée de Jess, tu vas rester ici ce soir, juste pour être en sécurité. Tu vas leur dire de partir? Je vais leur laisser le choix de la façon dont ils veulent partir. Brinley le serra fort dans ses bras. Je ne veux pas y retourner.
Tu n'auras pas à le faire. Je te le promets. Jessa les accueillit à la porte d'entrée. Elle avait déjà préparé la chambre d'amis et préparé le dîner. Tout ira bien. Elle dit à Brinley, ton père s'en occupe. À la maison, Nolan trouva Sierra et Connie dans le salon en train de regarder la télévision. Elles levèrent les yeux, impatientes, lorsqu'il entra. Où est Brinley? Demanda Sierra. Elle dort chez une amie. Nolan s'assit en face d'elle. Le dossier noir sur ses genoux. On doit parler de quoi? Le ton de Connie était méfiant à propos de cette famille. De ce qui se passe dans cette maison? Sierra coupa le son de la télévision. Si c'est à propos d'hier soir, ces dames ont été très élogieuses quant à notre approche avec Brinley. Non, Sierra, il s'agit de maltraitance. Le mot flottait dans l'air comme une présence physique. Les deux femmes le fixèrent du regard. Excusez-moi. La voix de Sierra était dangereusement basse. Maltraitance émotionnelle, manipulation psychologique systématique, appelez ça comme vous voulez. Nolan ouvrit le dossier et en sortit l'accord de séparation. Il faut que ça cesse. Je ne sais pas ce que vous pensez. Je crois que j'ai des documents, l'interrompit Nolan. Il fit glisser l'accord sur la table basse, preuves vidéo, évaluation professionnelle, témoignages et aveux enregistrés. Sierra prit le document d'une main tremblante. Qu'est-ce que c'est? Un accord de séparation. Des conditions très généreuses. Vous pouvez consulter un avocat si vous le souhaitez. Connie se pencha pour lire avec Sierra. Cela dit que nous devons quitter la maison. Oui. Et que Sierra renonce à tous ses droits parentaux sur Brinley. Oui. Le visage de Sierra devint blanc puis rouge. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux. Nolan sortit le rapport du docteur Mitchell. Brinley a été examiné par un psychologue pour enfants. Les conclusions sont concluantes. Quelles conclusions? Qu'elle est systématiquement maltraitée par sa belle-mère et sa grand-mère adoptive. Qu'elle présente les symptômes classiques de la manipulation psychologique. Qu'elle a peur de manger, de dormir ou d'exister normalement chez elle. C'est ridicule. La voix de Sierra montait. Nous n'avons rien fait d'autre que d'essayer de l'aider. L'aider quoi? Apprendre à se détester. Apprendre que l'amour est conditionnel. Apprendre qu'elle doit subvenir à ses besoins humains fondamentaux comme se nourrir et se loger. Connie se leva brusquement. Nous ne sommes pas obligés d'écouter ça. Si, vous l'êtes. La voix de Nolan était calme mais implacable. Parce que si vous ne signez pas cet accord, je dépose ces documents au tribunal demain matin. Il a sorti les images vidéo, les bulletins scolaires, la déclaration écrite de Trevor. Ordonnance de garde d'urgence, ordonnance restrictive, enquête officielle pour maltraitance d'enfants. Sierra lisait l'évaluation psychologique. Son visage pâlissait à chaque page. Tout cela n'est que mensonge. Brinley manipule tout le monde. Elle joue les victimes pour attirer l'attention. Elle a 11 ans. Elle est assez intelligente pour savoir quoi dire pour attirer la sympathie. Écoutez-vous, Sierra. Vous accusez un enfant en deuil d'avoir orchestré une tromperie élaborée pour vous accuser de maltraitance. Elle est en deuil. C'est le problème. Elle est engluée dans le deuil et l'utilise pour fuir ses responsabilités. Nolan a sorti son téléphone et a ouvert l'application vidéo. Voulez-vous voir à quoi ressemble la responsabilité pour une enfant de 11 ans dans cette maison? Il a diffusé un extrait de la semaine précédente. Sierra et Connie regardaient Brinley frotter les plaintes avec une brosse à dents tout en critiquant sa technique. L'horodatage indiquait que cela avait duré 3 heures. Éteins ça, dit Sierra. C'est ce qu'on appelle enseigner la responsabilité. Nolan passa un autre clip. Brinley pliait du linge tandis que Connie critiquait chaque pli. Ou bien, un troisième clip. Brinley endormi sur le canapé, les vêtements sales, tandis qu'il mangeait à emporter devant elle. Arrête, dit Connie. Pourquoi? C'est ton travail. Tu devrais en être fier. Nolan, range ce téléphone. Tu as dit à 6 personnes mardi soir que tu l'avais entraîné à être utile. Voilà à quoi ressemble cet entraînement. Sierra pleurait maintenant. Non pas les larmes manipulatrices de quelqu'un pris en flagrant délit de mensonge, mais les larmes désespérées de quelqu'un dont le monde soigneusement construit s'écroulait. Nous essayons de l'aider, murmura-t-elle. Non, tu ne le es pas. Tu essayais de l'effacer.
Tu essayais de la transformer en quelqu'un qui ne te rappellerait pas que j'ai aimé quelqu'un avant toi. C'est faux, n'est-ce pas? Tu ne supportais pas que j'ai une fille qui représentait ma vie avec.